C'est le Bouddha, donc Siddhartha Gautama, qui disait en fait la chose assez simple, ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. Donc l'un des dangers, c'est de succomber justement à baisser ses vibrations, à baisser ses espoirs, etc., de ne plus rien entreprendre, etc., et de sombrer dans une nuit noire de l'ombre, de l'âme, pardon, une noire de l'âme, une dépression, etc., pour lequel vous êtes beaucoup plus vulnérable à attraper des maladies et à succomber, etc. Alors qu'on a aussi ce choix, parce que c'est l'heure du choix. Si des gens sont absolument convaincus que la médecine conventionnelle, actuelle, moderne, n'est que la seule source de guérison, eh bien, ces gens ne pourront, entre guillemets, que s'en sortir grâce à ça. Bonjour Aurélien Milo. Bonjour Ying. Bienvenue à l'émission Esprit français. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes professeur en commerce, professeur sur l'éveil de conscience. Vous êtes aussi conférencier au centre spirituel, au centre bien-être. C'est bien ça? Oui, c'est ça. J'ai fait pas mal de conférences au centre spirituel de Shanghai pendant 10 années. Et puis aussi, on a un centre de bien-être à Bali avec ma compagne que l'on a co-créé ensemble et pour lequel on dispense des retraites holistiques de bien-être, etc., etc. Voilà. Et alors aujourd'hui, c'est votre profil côté spirituel qui est important parce que notre sujet, c'est la guérison par l'esprit. Et alors, tout d'abord, est-ce que vous pensez que l'esprit peut guérir la maladie sans aucun médicament? Alors, je pense qu'il est difficile de répondre de manière binaire, c'est-à-dire dualiste, vrai ou faux, oui, non, sans vous faire une réponse, ce qu'on dirait de normand. Je pense que ça dépend. Et ça dépend, et on va le voir de quoi ça dépend. Et ça, c'est toute l'origine, à vrai dire, en fait, des traditions anciennes. J'ai eu cette chance d'étudier la médecine traditionnelle chinoise. J'ai vécu 10 ans en Chine. Je suis allé beaucoup en Inde, dans lequel j'ai également appris et été enseigné de l'Ayurveda. Donc, en fait, ces visions, ce sont des visions, ce qu'on appelle holistiques. Holistique, ça veut dire global. Holos, en grec, ça veut dire littéralement global. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, déjà, le point essentiel que l'on retrouve dans ces deux traditions, c'est qu'il n'y a pas, on va dire, de recette miracle, il y a juste des adaptations miraculeuses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ne serait-ce qu'en Ayurveda ? Eh bien, tout dépend dans ce qui est dispensé, en fait, du métabolisme, de l'individu, du groupe sanguin, également de la période de l'année, c'est-à-dire la saison, la période de la journée, et les alliances en fait avec par exemple les différentes rubriques. Alors tout ça, ça fait beaucoup de paramètres. C'est pour ça que quelque chose peut être bon pour quelqu'un et ne pas l'être pour d'autres personnes. Donc de répondre, est-ce que les médicaments, ils peuvent être positifs pour certaines personnes? Pourquoi dans des notions aussi psychologiques, de notions qu'on va revoir ensemble, je pense, de placebo ou bien de nocebo, c'est-à-dire ces deux phénomènes complètement psychologiques, c'est absolument pas rationnel en quelque sorte, c'est le pouvoir de la pensée. Donc ça, je pense qu'on va pas mal parler là-dessus, sur cette notion en fait soit de transcendance, soit au contraire, dans l'autre sens, d'affectation négative à travers justement la force de la pensée, qu'elle soit positive ou négative. Et justement, vous dites qu'il y a beaucoup de conditions, en fait, il faut que ça soit réuni peut-être pour avoir justement ces effets. Avant qu'on va rentrer dans les conditions encore plus en détail, et j'aimerais partager avec vous un cas qui est mentionné dans le livre de la suggestion du célèbre médecin Hippolyte Bernheim. Il y a un patient qui souffre d'une paralysie de la langue, qui a perdu la capacité de parler, qui a essayé toutes les méthodes en vain. Le docteur lui a dit qu'il y a un nouvel appareil qui peut guérir sa maladie. Ensuite, le docteur a mis un simple thermomètre dans la bouche du patient. Quelques minutes après, le patient a récupéré la fonction de sa langue car il est pensé que c'était un appareil spécial. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu qu'une substance, qu'un outil, qu'une personne va vous être, on va dire,
profitable, eh bien, vous allez auto-générer à l'intérieur de vous cette auto-guérison, en quelque sorte. Donc ça, c'est un exemple assez probant. Alors, cette personne, Hippolyte Bernheim, c'est un des grands fondateurs, c'est un des pères, des acolytes, on va dire, de la période du moitié du 19e siècle, de la région de Nancy. Ça a été le créateur de l'hôpital de Nancy. C'est un confrère de Coué, la fameuse méthode Coué de l'autoconditionnement, de l'autosuggestion. C'est aussi encore un acolyte de toute cette branche de la même période, également de Charcot. Et c'est le pendant, en fait, ce sont les créateurs, on va dire, de la psychologie. Dans l'approche, en fait, pour eux, ce qui est très important, c'est la force dont les gens ont de croire ou pas au process de guérison. Et au-delà de ça, avec un ralliement, en fait, avec la notion d'inconscient. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. C'est quelque chose c'est pour ça que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'être véritablement ouvert aux différentes traditions qui ont été plurimillénaires, notamment pour l'Ayurveda, la tradition chinoise, mais au-delà, en fait, ces nouvelles tendances qui ne sont pas toutes encore complètement acceptées dans la modernité, tout ce qui est médecine parallèle, alternative, etc., de travailler sur le conscient, je trouve ça à la fois fascinant, mais quelque part, c'est quelque chose qui émane depuis la nuit des temps. On n'est même pas obligé, en tant que Français francophone ou Européen, d'aller voir aussi loin dans la Genèse, ni de se référer, que ce soit l'Inde ou la Chine, la France, on va dire l'ancienne Gaule, à travers les Celtes, les Druides, etc., étaient des guérisseurs naturels, avec de la naturopathie, c'est-à-dire avec l'utilisation des plantes. Donc je reviens sur votre question initiale de peut-on ne pas utiliser des médicaments? Quelle est la définition du médicament? Est-ce que c'est aujourd'hui, de manière contemporaine, à travers les industries pharmaceutiques et autres, ou bien est-ce que le médicament peut être la psyché, l'effet psychologique et notamment les plantes? Parce qu'on a toujours soigné l'humain à travers les plantes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de reprendre en fait les existentiels, les bases premières, et notamment une qui me touche beaucoup, en fait, c'est la philosophie et la vision chinoise de la tradition, on va dire, de la médecine chinoise, qui n'est pas du tout équivalente à ce qui est aujourd'hui dans la vision anglo-saxonne et autres, qui est vraiment mais du même ordre que dans l'Ayurveda. Ce sont des médecines préventives et non pas des médecines curatives. Quelle est la grosse différence? C'est qu'en fait, le but du jeu, en quelque sorte, pour un médecin, c'est qu'en fait, et à l'époque c'était ça en Chine, il avait un rayonnement sur un périmètre humain de personnes, et il avait à cœur que les gens, de prendre soin d'eux, pour qu'ils évitent de tomber malades. Et si d'aventure ils tombaient malades, eh bien c'était une erreur de sa part, c'était une faute de diagnostic, et donc était altérée sa réputation, etc. Et d'ailleurs, il n'était pas payé. Donc, quelque part, c'est intéressant dans la perspective, dans la vision, dans la philosophie, c'est que c'est un peu égaré de cette perspective d'antan. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être plus tendance à être dans le curatif. Curatif, ça veut dire soigner, à proprement parler. Mais la vision antérieure, et qui a toujours été de manière ancestrale, que ce soit chez les Druides, les Celtes en Europe, mais aussi chez les chamans dans la vallée ouralo-altaïque, à savoir les Sibériens, les Mongols, etc., au Kazakhstan ou au Ouzbékistan, j'ai beaucoup voyagé là-bas. Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que tout ce qui est chamanisme, tout ce qui est... en fait, cette vision, cette perspective, elle est depuis la nuit des temps. Le fait de soigner à travers les médicaments naturels, c'est vraiment, c'est la fonction première. C'est une vision sur laquelle on peut élargir les champs de conscience, à savoir, un chaman, c'est un intercesseur. C'est un intercesseur avec les énergies. Donc, les énergies, on va dire, de la personne, et aussi de l'au-delà, en quelque sorte. Et comme vous dites tout à l'heure, en fait, c'est la force de croire aussi. En fait, il suffit de croire. En tout cas, dans le cas tout à l'heure, c'est vraiment la personne, si le patient il croit, oui. Il peut guérir. En fait, c'est des cas, en fait, pour être un peu plus sommaire, pour revenir aux essentiels, des cas de placebo, il y en a, c'est démontré aujourd'hui, c'est avéré, c'est reconnu, il y a à peu près 30 à 50
médicaments qui sont littéralement des placebos. Donc des placebos, c'est quoi? Ce sont des des pilules dans lesquelles il n'y a absolument aucune substance curative. Mais c'est juste le fait que vous la preniez en vous disant « tiens, ça va me faire du bien », que vous accédez à une sorte d'auto-guérison. Mais on l'a tous eu, ça, de se faire se morfondre en se disant « ah mince, peut-être que j'ai chopé quelque chose, une maladie ou autre ». Et puis, vous avez des symptômes, vous commencez à psychoter, vous allez sur tous les blogs et puis vous avez l'impression d'avoir une grave maladie. Vous allez chez le médecin, il vous fait des tests et puis, comme par magie, eh bien, il vous dit ben non, très bien, vous êtes en bonne santé, et comme par miracle, vous vous sentez instantanément mieux. Donc en effet, l'effet psychologique, il est dans tout. Mais vous savez, vous le retrouvez dans toute forme de spiritualité. On a, c'est des références culturelles, hein, ce que je sais d'établir. C'est cette notion que vous retrouvez dans la Bible, pour lequel Jésus, Yeshua, Issa, peu importe comment on traduit son nom, aurait été guérisseur. Et en fait, beaucoup de gens omettent dans cette idée, c'est qu'il n'est pas à proprement parler un guérisseur, il est un catalyseur. Quelle est la différence? Le catalyseur, eh bien, c'est exactement ce même thermomètre. C'est qu'en gros, les gens croient au miracle, pensaient par réputation que cette personne avait cette capacité médiumnique ou autre d'établir un miracle, et de facto, eh bien, la personne, en fait, recouvrait sa propre santé. Donc, c'est une autoréalisation. Et en fait, il est énoncé dans la Bible. Le passage de mémoire, c'est Marc 10, 52, quand il dit littéralement « Va, ta foi t'a sauvé ». Il ne dit pas « Je t'ai sauvé ». Il dit « Va, c'est ta foi qui t'a sauvé ». Donc ta foi, entre guillemets, en toi-même, en le potentiel divin éventuellement, et également dans le catalyseur qui incarne le guérisseur. Et ça se retrouve également du même ordre que quand vous êtes... on a tous peut-être eu, moi j'ai à titre personnel, le meilleur ami de mon père, qui était condamné, entre guillemets, il avait un cancer en stade terminal, et il était condamné à rentrer chez lui, en gros, pour que le dernier mois se passe mieux et qu'il soit au moins parmi ses proches et pas à l'hôpital. Eh bien, il a refusé à cette condition, alors qu'a priori, les médecins étaient unanimes, et il a vécu 10 ans de plus. Alors, d'accord, il a trépassé après coup, mais c'est comme si c'était un cas désespéré. J'ai encore eu le cas il y a 2-3 ans avec un très bon ami, une quarantaine d'années, qui me révèle, qui est toujours très positif, qui me révèle en fait qu'il est atteint d'un cancer. Et en fait, il a traité par la dimension positive sa maladie, et on verra peut-être comment aussi, hein, c'est pas que magique, hein, c'est pas du genre je pense que je suis guéri donc je suis guéri et puis coup de baguette magique, parce que c'est au-delà, ce sont des reprogrammations, c'est vraiment travailler avec son subconscient. Et au-delà, en fait, d'être convaincu, mais véritablement. C'est ça l'autosuggestion de Coué ou tous ces personnages qu'on a cités précédemment, Bernheim, c'est parce que l'individu est convaincu à 200% que ça fonctionne. Sinon, honnêtement, eh bien, ça ne fonctionnerait pas. Donc, c'est pour ça que je reviens sur cette première question initiale de est-ce que les médicaments, on peut s'en séparer ou pas? Eh bien, tout dépend. Si des gens sont absolument convaincus que la médecine conventionnelle, actuelle, moderne, n'est que la seule source de guérison, eh bien, ces gens ne pourront, entre guillemets, que s'en sortir grâce à ça. Tandis que l'effet ne sera pas le même sur d'autres personnes. Je vais donner un autre exemple, encore une fois, dans cette notion de somatique. Bon, la culture française veut, de par son patrimoine viticole, ça aurait été prouvé, qu'un verre de vin rouge ou 2 verres de vin rouge serait bon pour la santé. Eh bien, c'est vrai dans l'absolu, mais c'est aussi faux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un d'aventure avait, de par son éducation religieuse, culturelle, etc., ancré, engrammé, figé dans son inconscient que alcool signifie le mal, eh bien, ça ne lui apporterait pas des belles choses. Ça lui ferait cette notion de nocebo pour lequel il nuirait à sa propre santé. Donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est que on en vient en fait à une dimension qui est beaucoup plus large, c'est la force de la pensée positive, créative, dans laquelle il y a la notion de somatisation, dans la notion de co-création, dans la notion de loi d'attraction, etc., etc. On peut aller plus loin pour élargir le spectre, en fait. Est-ce que scientifiquement, c'est prouvé
que la force de foi peut vraiment avoir des effets miraculeux comme ça, c'est-à-dire pour guérir la maladie ou faire d'autres choses. Alors, de quelle science parle-t-on? La science conventionnelle a admise récemment, ce sont les travaux de Bruce Lipton, c'est un Américain, un docteur reconnu par ses pairs, qui en fait a établi ce principe d'épigénétique. L'épigénétique, concrètement, c'est quoi? Eh bien, moi, pour avoir étudié la biologie quand j'étais plus jeune, eh bien, on pensait que l'ADN était figé, c'est-à-dire qu'on naissait avec, il n'évoluait pas et que c'était comme ça. Sauf que lui a démontré que la force de la pensée et il a écrit des papiers reconnus par ses pairs officiellement, un peu comme on a au CRNRS, etc., pour les scientifiques, c'est le même principe. Donc, il est reconnu, c'est pas un marginal, il a écrit des articles, des papiers, et également c'est des thèses sur cette dynamique. Donc, il a travaillé pendant 30 ans sur cela, et oui, on a vu en fait que la force de la pensée avait un impact sur l'ADN. Donc, l'ADN n'étant pas figé, l'ADN, en fait, en gros, c'est un petit peu le métronome, si vous voulez, du métabolisme humain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en effet, si d'aventure quelqu'un est on va dire, hypocondriaque, et qu'il se voit toujours, se visualise, et au-delà, qu'il est toujours peu pessimiste, toujours dans la segmentation, dans la rancœur, etc., il a beaucoup plus de chances, en effet, de développer des maladies. Une maladie, à la base, en fait, c'est un dysfonctionnement du métabolisme de l'organisme parce qu'il est en conflit intérieur, en quelque sorte. Il est un conflit à travers les cellules, à travers différentes notions. C'est pour ça que, si vous voulez, pour répondre plus profondément à la question aussi, qui est liée en fait, mais elles sont toutes liées, c'est que la vision holistique, en fait, c'est vraiment la tradition ayurvédique et chinoise. C'est en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on n'analyse pas, entre guillemets, un patient uniquement à travers son corps, mais aussi à travers sa pensée, en quelque sorte, sa psyché, son esprit, on pourrait dire, et au-delà, en fait, ce que les traditions appellent l'âme, je sais que c'est un mot un peu tabou, alors si on n'est pas trop à l'aise avec le mot âme, on peut mettre inconscient. Pourquoi c'est si important? Parce qu'on ne peut pas dissocier. C'est du même ordre que on ne peut pas dissocier un diagnostic. Si vous avez mal au dos, eh bien, c'est pas forcé que ce soit. Ça peut être des conséquences indirectes, ça peut être des conséquences psychologiques, ça peut être un surmenage de pression au travail. Ça peut être parce que vous en avez plein le dos, littéralement, de vos enfants, de la famille, etc. Vous avez des soucis. Ça peut être de l'ordre indirect. Ça peut être, par exemple, parce que vous avez une jambe de l'ordre de quelques millimètres qui est plus petite que l'autre. Vous avez un déséquilibre. Ça peut être parce que vos reins drainent mal, finalement, et en fait, ça va taper sur les lombaires. Et en fait, il y a plein de raisons. Donc, ça peut être psychologique, ça peut être même au-delà, ça peut être aussi, quand je dis l'âme, le subconscient, ça peut être l'ancrage, la programmation cellulaire, on va dire, de la famille, de la lignée. C'est-à-dire que vous avez vu toujours vos grands-parents qui étaient des paysans, limite le dos cassé, ils en avaient plein de dos parce qu'ils ont travaillé au champ, parce qu'il y a plein de choses, à l'usine et autres. Et donc, du coup, toutes ces lignées de personnes qui développent les mêmes cancers, c'est certes une hérédité, mais c'est aussi la reproduction d'un schéma inconscient. Je sais que ce n'est pas rationnel en soi, mais il faut voir vraiment, c'est ça cette vision holistique pour laquelle c'est une normalité en quelque sorte dans la tradition, dans les traditions mondiales, de voir un individu dans sa plus grande largesse. Mais donc ça fait partie, l'épigénétique, la neuroplasticité en est un autre. La neuroplasticité, c'est quoi? C'est de réaliser en fait qu'en fonction de notre positivisme ou à contrario notre négativisme, la synostrose ambiante que nous avons un petit peu partout en Occident, eh bien, elle plombe l'individu, elle plombe l'éveil, l'éveil c'est quoi? L'ascension, etc., tous ces mots un petit peu New Age galvaudés pour certains, eh bien, c'est juste une élévation des fréquences énergétiques. C'est juste en fait le fait de vibrer de manière harmonieuse, de manière unifiée. D'accord? Donc, en fait, mais à l'inverse, si on est toujours dans le négativisme, eh bien, on affecte en fait tout ça. Mais la neuroplasticité, par exemple, c'est le fait d'emprunter toujours des voies neuronales qui sont les mêmes. C'est-à-dire, vous pestez sans arrêt, oh, fait chier, machin, etc., etc. Eh bien, c'est comme si
vous passiez dans un parc, un parc, peu importe, où il y a de l'herbe, vous n'êtes pas censé passer, et beaucoup de gens passent au même endroit, eh bien, ça fera un chemin. Et donc, en fait, c'est comme si, du même ordre, en parallèle, c'est comme si vous empruntiez, par exemple, toujours les mêmes recherches sur Internet avec les algorithmes. Ils vont vous suggérer le fruit de vos historiques. Ben, c'est le même principe au niveau neuronal. C'est pour ça que la reprogrammation est complètement possible, et notamment avec... il y a plein de méthodes, hein, que ce soit la méthode Coué, que ce soit l'autoconditionnement, que ce soit l'hypnose, l'auto-hypnose, etc., etc. En fait, c'est d'aller travailler en profondeur. Alors, il y a différentes hypnoses, hein, jungienne ou bien ericksonienne, etc., etc. Donc, c'est des techniques un petit peu différentes, mais pour la faire assez simple, en gros, vous allez occuper le conscient pour injecter ce qu'on appelle des inductions, enfin, des suggestions à votre inconscient. C'est un petit peu comme si l'inconscient, c'était en dessous de l'épiderme. Donc, si vous faites un tatouage, bah, après, vous avez beau nettoyer avec un savon, ça ne partira pas. Eh bien, c'est le même principe. Si d'aventure, parce que vos mémoires cellulaires, parce que vous avez toujours pensé que vous allez être condamné, ou etc., une maladie, eh bien, vous êtes en train de l'activer, en quelque sorte. Donc tout ça, en fait, a été prouvé, a été démontré, mais encore une fois, n'est pas tout à fait encore... vous savez, dans le protocole médical, du même ordre que le protocole scientifique, la difficulté, c'est qu'on doit suivre un protocole, ce qui est logique en soi et complètement acceptable, mais aussi il faut que ce soit reproductible quasiment à l'infini. Or, ces cas de guérison ne peuvent pas être reproductibles à l'infini. C'est pour ça que je disais que des méthodes sont bonnes pour certains et pas pour d'autres. Je vais vous donner un autre exemple qui n'est pas du tout rationnel. Les cas de guérison dans des lieux saints, soit Lourdes, etc., Fatima, Portugal, et d'autres, à la Mecque peut-être, eh bien, ou à Jérusalem, peu importe, c'est pas rationnel. Mais c'est en fait, c'est encore une fois, on en revient toujours à cette idée que ta foi t'a sauvé. C'est peut-être le lieu qui est énergétique, parce qu'au départ, il était tellurique, etc., pourquoi pas. C'est aussi parce que des gens viennent avec cette bonne disposition, prédisposition à y croire. Et de là, en fait, c'est aussi probablement toute l'énergie qui a été cumulée depuis des années. Du coup, ça favorise en effet ce principe co-créateur de la guérison, en fait, qui est en soi une auto-guérison. Et tout à l'heure, quand vous dites quand on a toujours des pensées négatives et quoi, on peut attirer des maladies, et ça me fait penser juste à un autre exemple, j'aimerais partager avec vous. C'est dans le livre de Chuan Falun, il y a un passage. Il y avait autrefois un homme qu'on avait attaché sur un lit. On lui a bandé les yeux et on lui a légèrement égratigné le poignet, mais sans du tout le faire saigner. Puis, on a ouvert un robinet pour lui faire entendre l'eau qui coulait goutte à goutte. Il a cru que c'était son sang qui coulait et cet homme est mort peu après. Oui, il y a des cas en fait assez surprenants comme tel. Il y a des équivalents où une personne avait été mise dans une espèce de chambre froide alors qu'elle n'était pas du tout froide et le gars était mort de froid. Bien des gens qui, on leur faisait boire entre guillemets du poison en leur disant que c'était positif, ils ne mouraient pas, et d'autres on leur disait alors c'était que de l'eau, du poison, et en fait et là on en revient toujours à cette dimension de somatisation, placebo, nocebo. En fait, on peut aller plus loin. C'est un petit peu aussi ce qu'on appelle la loi d'attraction. La loi d'attraction, pour la faire assez simple, mais sans basculer dans un New Age, parce que c'est empreint pareil de la tradition, et notamment, entre autres, bouddhiste. C'est le Bouddha, donc Siddhartha Gautama, qui disait en fait la chose assez simple: ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si l'on vibre d'une certaine manière positivement, eh bien, on attire à nous, en fait, le fruit de nos émotions et de notre énergie. Alors, on va me dire, oui, mais t'es bien gentil, Aurélien. Ça, c'est si on croit au bouddhisme. Oui, alors on le trouve dans pas mal de spiritualité. Alors, je vais faire une référence qui sera plutôt tangible, qui est d'Einstein. Donc, Einstein, quand même, prix Nobel de physique, non des moindres, qui disait par rapport à ça, qui le dit un petit peu différemment, il dit: tout est énergie et c'est tout. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir
Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. Alors, si je le résume, il dit tout est énergie et c'est tout, ok. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. En d'autres termes, ça veut dire faites vibrer à une certaine hauteur de vos croyances et de là, vous l'obtiendrez. Donc, que ce soit guérison, que ce soit co-réalisation, par exemple, d'un scepticisme, comment dire, je sais pas, je vous donne un exemple assez simple. Vous êtes convaincu, vous vous mariez avec quelqu'un, vous êtes convaincu que cette personne, un jour ou l'autre, vous quittera. D'accord, donc vous avez peur, et cette peur fait quoi? Fait que vous vous autoconditionnez à vous dire qu'un jour, cette personne partira. Alors, vous êtes parfois exécrable, vous lui faites vivre l'enfer au bout d'un moment, et bien quelques années plus tard, elle a essayé des thérapies, etc. Et en effet, de facto, elle vous quitte. C'est pas, littéralement, c'est pas un fruit du destin. C'est une auto-réalisation. C'est parce que vous avez vibré, parce que vous avez partagé tout ça. Alors, je le remets un peu plus dans un concret, dans une matière. Mais ça, c'est intéressant. Et ce qui va au-delà, en fait, c'est un terme qui est essentiel. C'est la notion d'énergie. Alors, je sais qu'on entend un peu ça à tout va, mais l'énergie, en fait, c'est la base de tout. Je pourrais résumer à tout est énergie. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Einstein, encore une fois, il dit tout est énergie et c'est tout. Ce que vous avez appelé matière, c'est de la densité dont les vibrations ont été réduites pour être perceptibles à vos sens. C'est-à-dire qu'un corps humain n'est fait de plein de ramifications jusqu'à un état ultime d'énergie, du même ordre qu'une table, du même ordre que la nature, etc., etc. Et on pourrait en effet résumer au fait qu'il n'y a que de l'énergie. Et ça, pourquoi c'est important? Tesla, un autre scientifique, disait, si vous voulez trouver le secret de l'univers, réfléchissez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. C'est pas anodin. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on pousse un petit peu plus loin la chose, en fait, on se rend compte qu'il y a une énergie transcendantale. Donc ça, je voudrais revenir peut-être plus tard, notamment le 5e élément qui est présent en Orient, que l'on appelle le Qi, énergie littéralement en mandarin, je ne vous apprends rien. Le Qi chez les Japonais, qui a donné le Reiki, la pratique du Qi chez les Chinois, c'est le Tai Chi, le Qigong, etc. C'est le 5e élément que nous avons également en Occident, ça s'appelle l'éther, E-T-H-E-R. Bon, en fait, cette énergie transcendantale, elle est censée, en quelque sorte, entrelacer l'univers. C'est pour ça que Max Planck, prix Nobel de physique en 1918, si ma mémoire est bonne, disait « Toute matière vient d'une force et n'existe que par elle. Nous devons supposer, sous cette force, un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. » Alors, je finirai juste ce point qui est corrélé à un autre, en fait. C'est cette idée, en fait, où en fait, sans surprendre les gens, rien qu'une cellule a une conscience, un atome a une conscience, qui semble complètement ahurissant. Un grand philosophe et physicien qui s'appelle Émile Charron avait dit justement une chose dans ce sens. Il avait bien expliqué, il avait dit que dans l'univers, chaque atome est relié à tous les atomes à la substance de l'univers. Pardon, c'était pas ça que je voulais mentionner, je voulais dire, non, je voulais citer plutôt David Bohm. David Bohm, en fait, c'est Einstein a toujours dit qu'il était admiratif de deux personnes, Spinoza et David Bohm. D'accord, donc c'est un grand scientifique. Il avait dit la chose suivante, c'est lié à la mémoire cellulaire. Il avait dit en fait la nature a un sens et donc une conscience. Même au niveau de l'électron ou de la cellule, cette conscience est partout et en toute chose. Pourquoi c'est important? Ça veut dire que, du même ordre, quand vous analysez votre système immunitaire, si demain vous avez un rhume ou je sais pas, une grippe, etc., est-ce que vous ordonnez, vous dites à vos globules blancs, vos globules rouges, alors telle une guerre, une armée, alors mettez-vous en ordre, vous allez pilonner dans ce sens, etc. Non, c'est parce que justement ces cellules ont leur propre conscience. Et ça, c'est fascinant en fait. C'est fascinant parce que, en fait, elles sont régies en quelque sorte par quoi? Par la force de la vibration de l'individu dans son entièreté, en fait. Ça me fait penser, parce que maintenant nous sommes dans une période sombre, avec plein de crises. En fait, certaines personnes sont
en colère, ou sont dans la peur, voire dans la haine. Est-ce que toutes ces émotions ou ces pensées négatives peuvent nuire à notre système immunitaire? Mais complètement. C'est-à-dire que la sinistrose, la crise existentielle que nous avons avant d'être sanitaire, elle est existentielle. C'est-à-dire qu'en fait, les gens prennent conscience en se posant sur leur vie depuis quelques années, enfin 2-3 ans, 2 ans et demi, que ce vide intersidéral parfois de sens de la vie, de sens du système, on va au boulot, est-ce que ça vibre? En fait, on est tous invités à questionner, à re-questionner le sens de la vie, les existentiels, les basiques de notre vie personnelle, individuelle, mais aussi collective. Est-ce que ça va dans le sens de l'intérêt de l'humain, de la nature, respectueux, etc. Ou bien c'est juste faire du fric, pour aller toujours dans une quête de plus, dans cette boulimie sans sens où la nature nous rappelle que les arbres ne montent pas au ciel, que vous n'augmentez pas votre prise de repas chaque mois, hein, vous n'augmentez pas le nombre de repas, vous n'augmentez pas les proportions non plus. Eh bien, ça, en tant que... J'enseigne pour des MBA, donc des Master 5, des Master 2, la finance et l'économie. Donc, ce sont des non-sens, mais dans le sens où, justement, l'un des dangers, des travers, serait justement tous pourris, tous des cons, tous méchants, etc. Donc, le camp des gentils et le camp des méchants. Et du coup, les gens sont dans la haine, dans l'aigreur, dans la frustration. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent leur vibration et deviennent vulnérables, en effet, en baissant leur résistance immunitaire à ce qui est une opportunité aussi pour faire, entre guillemets, une forme de... Je sais que ça va choquer certains, mais c'est volontairement provocateur, une réinitialisation lumineuse. C'est-à-dire qu'on est invité, à mon sens, à... Je vais vous dire, moi, depuis que je suis gamin, j'ai 42 ans maintenant, j'ai toujours considéré cette fameuse phrase de Krishnamurti qui disait « ce n'est pas un gage de bonne santé que d'être intégré dans une société profondément malade ». Bon, il a écrit cette phrase dans les années 60. Et j'ai toujours ressenti comme ça depuis les années 80. Parce que le système, il n'est pas né il y a 2-3 ans. Il a toujours été comme ça, consumériste. C'est un Frankenstein, c'est un égrégore qui a été co-créé par nous tous. Donc l'un des dangers, c'est de succomber justement à baisser ses vibrations, à baisser ses espoirs, etc., de ne plus rien entreprendre, etc., et de sombrer dans une nuit noire de l'ombre, de l'âme, une nuit noire de l'âme, une dépression, etc., pour lequel vous êtes beaucoup plus vulnérable à attraper des maladies et à succomber, etc. Alors qu'on a aussi ce choix, parce que c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix aujourd'hui. Vous savez, comment savoir qui on est profondément? En faisant l'expérience de ce qu'on n'est pas. De savoir, c'est une bénédiction quelque part, de savoir ce qu'on ne veut pas, de ce que l'on n'est pas, etc. Pour pouvoir, non pas qu'être dans la critique, crisis signifie trier, le choix, encore une fois, de ok, je ne veux plus de ça, je ne veux pas ça, eh bien, qu'est-ce que je veux concrètement? Mais en le faisant de manière opérationnelle, c'est-à-dire avec des projets, que ce soit des projets d'envergure, mais aussi des associations, etc. etc. Vous avez interviewé une personne remarquable, M. Vidal, qui a créé le projet Solaris. Nous-mêmes, nous sommes en train d'établir des choses comme telle plateforme des bonnes idées sur Internet, une école du futur que j'enseigne à l'orphelinat de Bali depuis des années maintenant, qui est une école, ce que j'ai considéré et baptisé révolutionnaire. Bon, j'ai pas demandé l'autorisation pour le faire. On enseigne l'empathie, les gestions de projets, la créativité, etc. Le respect, enfin toutes ces choses-là qui sont en fait qui sont essentielles. Enfin, sans s'égarer trop, mais si vous voulez, pour revenir à votre question, en effet, c'est un des dangers, des travers de cette époque aujourd'hui, qui est une période de transition. Si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une détox. D'accord? C'est un peu comme quand pour pratiquer justement beaucoup les jeûnes, quand vous faites des jeûnes, eh bien, vous avez tous les toxiques qui sortent, donc vous avez des petites pustules comme ça, hein, vous avez mal à la tête, plus vous allez manger du sucre, plus vous allez avoir mal à la tête, etc. Donc, vous suez, etc. Vous avez l'impression d'être... bon, c'est pas agréable en soi. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour sortir tout ça, en fait. C'est pour transmuter tout ça. C'est pour le changer. Mais si tant est que l'on souhaite participer à ça. Si on se dit non, mais c'est plié, c'est mort, etc., eh bien, ce sera plié pour ceux qui voudront que ce soit plié. Et ceux qui iront dans un autre, je pense profondément
qu'il y a des superpositions de réalité et que ceux qui sont lumineux et entreprenants, etc., entreprenants, on ne veut pas dire, je vous dis, des associations, aider les gens, etc., faire un sourire aux gens, filer un coup de main à la grand-mère, etc., il n'y a pas besoin d'être nécessairement partir, j'en sais rien, au Mali ou au Tchad, etc., pour être une belle personne, hein, c'est au quotidien, c'est l'entraide. On a besoin de retrouver, vraiment, ça. On a besoin de retrouver la solidarité, l'entraide entre les gens. Et ce tissu social, c'est à nous qui travaillons dans le textile, mais métaphoriquement, c'est à nous individuellement de le retisser. Parce que c'est pas de là-haut que ça va nous tomber dessus, c'est pas non plus les gouvernants, etc. Moi, à titre personnel, j'attends rien de personne. J'essaie modestement de m'inspirer de grande sagesse, et notamment l'une d'entre elles, c'est celle de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, tout simplement. Mais est-ce que selon vous, par exemple, je me souviens, selon un sondage récent, il y a 41 des salariés en France s'estiment en détresse psychologique, et 34% en état de burn-out, c'est-à-dire au-delà de la détresse psychologique. Oui. Est-ce que c'est-à-dire de prendre l'habitude de se plaindre, de critiquer les autres, c'est ça en fait qui fait qu'il y a autant de Français qui est dans cette situation? Alors, c'est une très très bonne question. On voit moins ce phénomène, en effet, à travers le monde. Alors, ne serait-ce que dans la langue française, vous avez, mais en anglais c'est quasiment pareil, vous avez une vingtaine de mots, enfin vous avez un rapport de 20-80, c'est-à-dire que vous avez 20 mots positifs pour 80 mots négatifs. Donc on a quand même plus de chances d'être de sombrer dans le côté négatif. Bon, si vous voulez, en fait, je pense que c'est dû à plein de raisons. Les Français sont francs, hein, par définition, sont en général très ouverts d'esprit, et donc, en fait, on les endort pas comme tels, hein, comme certains peuvent. Donc, du coup, il y a un côté, vous allez dans, excusez-moi, hein, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, je suis retourné 4 mois en France de gré ou de force, j'allais, je sais pas, au café dans un PMU, etc., ça refait le monde. D'accord, avec ces mots, etc. Et ça, c'est touchant. Moi, j'ai vécu dans un pays, bon, je ne vais pas le reciter, vous avez bien compris de quoi il s'agit, et puis d'autres où ça réfléchissait plus. C'était une jachère de la conscience, une jachère de la pensée, et ça, c'est dramatique. Donc les Français ont cette capacité, c'est pour ça que c'est les premiers à se révolter, à prendre les rênes de leur pouvoir avec la Révolution française, à se remettre en question. Mais on va dire qu'au-delà de ça, vous parlez de ces statistiques que j'ai vues qui datent il y a à peine un mois, c'est un problème systémique, c'est un problème qui va au-delà. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez rien dire et puis continuer à aimer cette pression insupportable dans les grandes multinationales. Je vis encore et je travaille, je pars demain en voyage d'affaires en France. Eh bien, oui, j'ai travaillé dans les grosses multinationales et je vois ce phénomène du Frankenstein qui pressurise l'humain pour en faire du jus de profit en quelque sorte. C'est-à-dire que les effectifs sont réduits, les productivités sont encore plus larges, etc., etc. C'est ce système qui demande toujours plus de plus. C'est un boulimique. C'est pas Monsieur Système. Le Monsieur Système n'existe pas. C'est un système qui est en roue libre, duquel il est difficile d'en sortir. Donc aujourd'hui, oui, il y a plein de gens qui en ont marre de leur boulot parce qu'ils ne se réalisent pas, parce qu'ils ont l'impression d'être ce que je baptise des esclaves modernes, d'avoir du mal à joindre les deux bouts, ou même ceux qui se permettent plus, parce que nous on en voit défiler plein. Moi j'en ai rencontré plein de ce que j'ai acheté, vraiment des golden modern slaves, des esclaves modernes dorés, c'est-à-dire chef d'entreprise, bien réussi dans les petits cacas, on va dire sociologiques, de ce que le système a voulu nous faire croire. Puis 50 ans, 55 ans, ils ont tout rempli les petits cacas, sauf qu'ils se sentent incomplets. Ils n'ont pas accès à la complétude, parce qu'il y a quelque chose, une connexion profonde qui leur manque. Mais il suffit de regarder, la plupart des stars sont des névrotiques, ils n'ont plus de rêve. Donc ça veut bien dire qu'on s'est fait un petit peu endormir dans l'histoire de nous vendre à crédit une forme de matérialité exclusive qui nous exclut en fait d'un accès à un bonheur qui peut être beaucoup plus simple en fait. Et on sera, à mon sens, invité à repasser sur une dimension beaucoup plus qualitative que quantitative, c'est-à-dire, vous allez me dire, ça fait très cliché, mais le bonheur, ce n'est pas d'avoir tout ce qu'on veut, mais d'être satisfait avec ce qu'on a. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est sûr que c'est plus facile d'être un peu plus heureux quand on a à manger, on est bien d'accord. Mais
pour revenir à cette question, par rapport aux Français, je suis partagé. Je pense que c'est parce qu'ils ne veulent pas continuer à être des moutons d'un système comme ça. Il y a plein de gens qui se disent, mais c'est un non-sens. Pourquoi faire pour ramasser des trophées, une carrière, etc. Et puis avoir un cancer à 60 balais, ne même pas profiter de mes petits-enfants ou de ma retraite. Donc, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant, cette prise de conscience. Et ce qui s'est passé dernièrement, ça a été un accélérateur, en fait, en quelque sorte. Et sur lequel on va être invité, à mon sens, dans cette vision holistique, à repenser l'intégralité, dimension économico-financière, sociétale, sociale, la science, la médecine, l'éducation, tout au crible, mais pas pour défoncer, etc., pour repenser ensemble. Comme disait Einstein, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes avec le même esprit qui les a créés. Et ça, c'est une invitation participative à tout le monde. Il ne tient qu'à nous de faire des petites associations de quartier, etc., etc. Nous, quand on essaie de créer à Bali une sorte d'éco-village indépendant, écologiquement, etc., finalement, on a été interdit d'être sur Bali pour des raisons administratives pendant plus d'1 an, encore condamné à 1 an. Eh bien, on le fait ici en Turquie. On fait une petite ferme organique, etc. Et voilà, il n'y a pas besoin de demander leur autorisation, mais faire des petites actions comme ça. C'est l'histoire du petit colibri, c'est l'histoire justement, vous qui êtes asiatique et de culture asiatique, ce battement de papillons en Asie crée une tornade en Occident et dépoussière aussi l'Occident. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce schéma invité à repenser notre humanité pour recouvrer cette humanité de bienveillance et puis aussi que ça vibre, que ça ait du sens, parce que sinon, à quoi bon tout ça? La quête de sens, en quête de sens. Et tout à l'heure, par rapport à ce que vous dites, ça me fait aussi penser le docteur Alex Lloyd, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Code de guérison. Oui. Je vais partager avec vous justement on peut dire un résumé de son idée, et après j'aimerais savoir votre avis. Donc, selon lui, chaque personne possède un système auto-guérison interne. La source de toutes les maladies est le stress, qui peut bloquer le système immunitaire. La source du stress vient de nos fausses croyances et interprétations. À cause de ces fausses interprétations, nous voyons notre vie, notre circonstance personnelle et le monde autour de nous comme dangereux, menaçant et hostile. Et quand on se sent menacé, les cellules de notre corps sont forcées de se mettre en mode défensif, en opposition à leur fonction normale et saine. Avec la durée, notre corps devient stressé et dégradé. Il n'est plus capable de se soigner lui-même. Alors, je partage tout à fait. Je connais ce docteur et j'ai lu son ouvrage. Notamment, je peux vous en parler un petit peu après. Mais disons que sur le point que vous avez mentionné, je trouve très intéressant. Mais finalement, ça revient aux essentiels, qui est la sagesse d'Hippocrate, le père de la médecine occidentale, qui dit: les forces de la nature en nous sont les véritables guérisseurs des maladies. En fait, si on regarde, le stress, c'est la pression, c'est la peur en quelque sorte. Vous avez 2 vibrations. Vous avez soit l'unité, soit la fragmentation. La fragmentation, c'est quoi? C'est l'inquiétude. Et c'est l'inverse de la quiétude. La quiétude, c'est la paix, c'est être en paix. Donc, dès lors que vous êtes, on revient toujours à ces notions de fréquence, dès que vous êtes dans l'harmonie, vous êtes bien dans vos pompes, vous êtes bien, à la limite, même peu importe votre régime de vie alimentaire, hygiène de vie, si vous êtes bien, vous rayonnez. Si vous n'êtes que dans la frustration, en faisant que les choses, entre guillemets, bien, je sais pas, vous êtes vegan et en parallèle, vous buvez pas d'alcool, etc. Bon, en l'occurrence, c'est mon cas, mais vous êtes frustré, eh bien, vous n'allez pas vibrer, vous allez probablement créer plus de troubles à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, oui, le stress, c'est littéralement c'est la pire anathème de notre monde contemporain. Ça n'existait pas, les stress avant. Le stress, c'est une dopamine à la base. C'est ce qui permet sur le cerveau reptilien, quand vous êtes, je sais pas, dans la forêt et qu'il y a un tigre qui arrive, ça vous permet de courir plus vite que d'habitude. Hein. C'est l'instinct de survie. C'est pas négatif en soi. Sauf que nous, en fait, on est boosté au quotidien. Il y a même une dépendance au stress. Il y a des gens qui se sont vus justement
passer la retraite, quasiment passer l'arme à gauche rapidement, parce qu'en fait, finalement, ça les boostait, en fait, ça les maintenait artificiellement. Donc, mais le stress, c'est une catastrophe. C'est ce qui fait, en fait, la névrose de notre système et des gens au quotidien. Pourquoi dans des grandes villes, les gens ont envie de s'étriper parfois, etc. Parce que ils vont au boulot, ils ont une pression, ils rentrent à la maison, etc., etc. Ils ont envie de s'étriper parfois. On a l'impression qu'on voit des scènes dans les transports en commun ou bien en bagnole, etc. Eh bien, c'est lié à tout ça. Oui, le stress, c'est l'un des pires cancers de l'humanité et je dirais même des temps modernes, en fait. Des temps modernes. C'est la pressurisation qui a fait ça, c'est le système qui a fait ça, qui demande toujours, c'est un glouton. Le système se nourrit de plus, et toujours dans une croissance exponentielle, dans un monde fini qui prône, le paradoxe, une économie stable et durable, etc. Elle n'est pas du tout durable à l'échelle actuelle. En l'état, on en a pour c'est quelque chose qui me chagrine depuis 1997, les accords de Kyoto, on en a peut-être pour 30 ou 50 ans. Si on réforme pas si on repense pas notre manière d'être. Mais c'est pas pour mettre la pression en mettant ça et mettre plus de stress. C'est justement que c'est pas du tout stable, pas une économie stable du tout. Donc oui, le stress, je partage totalement cette idée de ce docteur que le stress ronge littéralement la bonne évolution de l'humanité dans l'absolu. Si vous voulez, si je puis me permettre, en fait, le cerveau ne voit pas la différence entre la fiction et la réalité. C'est pour ça que d'ailleurs, quand vous regardez un film, parfois vous avez les larmes aux yeux et vous pouvez vous dire « Non mais je suis con, c'est qu'un film. » Eh bien, en fait, et si on va plus loin, alors si c'est un fait réel, ok, c'est un peu différent, mais en fait, on se projette. Moi, je me souviens avoir fait des sessions en 3D, etc., où je me trouvais sur l'Empire State Building, j'ai le vertige, j'étais incapable de sauter, alors qu'il fallait que je saute 1 mètre juste là où j'étais présentement. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on en revient à cette histoire de croyance profonde. Je ne vous apprends rien dans la culture chinoise. Les moines Shaolin, d'accord, transcendent la matière. Comment est-ce possible ? Alors, moi, demandez-moi demain de casser une brique je me casse la main, littéralement. Pourquoi ? Comment ils sont capables de faire ça ? Eh bien, parce qu'au moment où il y a l'impact, ils sont définitivement convaincus qu'ils transcendent la matière. Et donc, ça devient réel. Donc, c'est qu'ils ont... Alors, c'est du travail, bien entendu, hein, ça ne se fait pas comme ça. Mais ils ont tellement autoconditionné leur mental, au-delà probablement leur subconscient, qu'ils en sont arrivés à ce que j'appelle vraiment transcender la matérialité. Donc ça, c'est fascinant. Après, bon, les moines Shaolin, c'est quand même un extrême. Et selon vous, en tant qu'humain, comment on peut surmonter la peur ou surmonter justement par rapport, par exemple, Dr. Alex Lloyd, il a dit des fausses croyances et des fausses interprétations, ça doit être certaines conceptions, ce qu'on a justement les mémoires dans notre cellule, comme vous dites. Comment on peut casser tout ça et surmonter tout ça ? Alors, il y a des nettoyages, des reprogrammations à faire. Disons que... alors déjà, je vais vous dire une évidence, c'est que la peur n'évite pas le danger. Donc, mais le fait, en fait, vous savez, je vais vous dire une technique, faire la planche. Okay, faire la planche, floating, okay, en anglais. C'est quoi la technique ? C'est de s'en remettre à la providence, okay, à la présence, en quelque sorte, où vous laissez aller, d'accord ? Eh bien, si vous êtes stressé et vous êtes, eh bien, vous coulez, d'accord ? Donc, quelque part, ça ne veut pas dire je m'en remets au destin, etc., advienne que pourra. Non. C'est vraiment les accords Toltec. Les 4 accords Toltec, il y en a un 5e, c'est l'un des piliers majeurs, c'est l'intention. Dès lors que vous avez intenté tout ce qui est en votre pouvoir, les formations, etc., vous avez fait de votre mieux, après, en effet, on peut s'en remettre à une forme de destinée, de destin, de providence, peu importe comment vous l'appelez, parce que, encore une fois, le stress accélérera le process. Mais après, il y a plein de techniques pour gérer le stress, que ce soit la sophrologie, la respiration. Enfin, je vous invite sur ma chaîne, je donne des techniques pratiques de tout ça. La respiration holotropique, la respiration alternée permet de recouvrer un certain calme au quotidien. Inspire, expire, etc., en cadencé, etc. Vous voyez, quand on est énervé, par exemple, vous êtes comme ça,
c'est saccadé. Et il y a un moment, quand vous n'en pouvez plus, eh bien, en général, on fait ça, comme ça, pour redescendre. Eh bien, c'est le même principe. Toutes ces techniques que j'enseigne et qui sont gratuites au quotidien, eh bien, vous permettent que ce soit la méditation. Alors, vous allez me dire, ça fait cliché. Non, méditation, ça, elle existe depuis la nuit des temps. C'est peut-être qu'il y a une raison. C'est que ça permet vraiment de se recentrer avec soi-même, d'être plus dans une acceptabilité, acceptation de la vie, du vivant, dans cet accueil. Parce que ça, c'est une des clés. Une des clés de la guérison, une des clés notamment de la paix intérieure, c'est l'accueil. En fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on en revient à ce que disait juste avant sur la notion de stress, ce qui plombe en fait, c'est la notion de force de réaction. C'est-à-dire que du même ordre que moi je dis tout le temps, je l'emprunte à une personne, je n'ai pas envie de me battre contre la guerre, je préfère œuvrer pour la paix et les choses constructives, lumineuses, etc. On va me dire, c'est quasiment la même chose. Non, ça n'engage pas les mêmes énergies. D'accord? Donc, c'est important, en fait, on est dans cette notion d'accueil, de se dire, voilà, j'ai tout entendu, mais il y a pléthore de techniques. J'en donne des centaines, en fait. Je vous dis, la sophrologie, la pleine conscience, la respiration, et c'est pas du tout anodin. C'est que ça permet notamment de se départir, de se libérer, de s'affranchir des problèmes d'addiction. Donc, voilà, il y a plein de techniques, mais je pense que ça, véritablement, c'est primordial. L'homme du futur, l'homme avec un grand H, bien entendu, c'est important, en fait. C'est pas du narcissisme, etc. C'est prendre soin de soi, permettra aussi à l'humanité d'être mieux ancrée dans la matière, mieux dans ses pompes et plus rayonnant. Et de là, aider davantage les gens, etc. Et c'est des choses qui, vous verrez. Par exemple, j'ai un ouvrage qui est gratuit. Tous mes ouvrages sont gratuits. Hein. Il y en a 16 ou 17. Ils sont tous gratuits, disponibles sur mon site. Eh bien, il y en avait un particulièrement, c'est comment développer son intuition et sa créativité. Vous avez 125 clés, 125 outils. Eh bien, pourquoi c'est si important? Ce n'est pas uniquement pour les nouvelles générations, c'est j'essaie de parcourir les différentes rubriques, que ce soit n'importe quelle profession, il n'y en a pas une qui soit épargnée. Mais au-delà de ça, réinventer son couple, réinventer sa vie, réinventer, je ne sais pas, le romantisme, plein de choses. On a tous vocation à redevenir créatifs pour, en fait, injecter de la couleur dans ce monde qui nous semble terne et parfois noir et blanc. Moi, le premier, si je regarde le zapping et les news au quotidien, j'ai aussi envie de me tirer une balle. Hein. Je vous le dis franchement. Parfois, je me dis, waouh, ça va être difficile quand même. Je vois la sinistrose et j'ai pas envie d'y aller. Je me dis, bon, capitalise plutôt sur les choses lumineuses. Et en effet, tout ça permet, enfin, c'est un gros patchwork que je vous donne, mais en fait, il faudrait prendre le temps de tout sous-segmenter, etc. Et entre guillemets, ce que je m'applique à travers mes ouvrages ou mes vidéos pour rendre plus accessible aux gens, pour les aider à mon humble mesure. C'est pas de la prétention, c'est juste parce que je pense qu'une bouteille de champagne ne se boit pas seule, elle se partage. Le bonheur est encore plus fort quand il est partagé. Comme j'aime le dire, quand on partage un bonheur, on l'amplifie. Quand on partage une peine, on l'amoindrit. Donc voilà, c'est ça, redevenir humain. C'est ça qui nous permettra, à mon sens, de passer sur une transition plus lumineuse et, encore une fois, qui fait partie des schémas, des cycles de vie. C'est ce que les hindous ont appelé Kali Yuga, c'est ce que les juifs ont appelé Armageddon, c'est ce que les chrétiens ont appelé l'Apocalypse, qui veut dire la révélation, littéralement. L'Apocalypse, c'est pas la destruction, ça veut dire la révélation. Si on ôte, on enlève les voiles d'illusion de notre réalité, de nos idées préconçues, c'était l'idée de la question à la base. Notre personnalité, ce sont les masques que l'on a empilés de notre éducation, de notre culture, de notre langue, etc., etc., etc. Donc c'est tout ça en fait, mais qui fait mal au début, parce qu'on se dit mais qui je suis à la fin comment je m'intègre dans cette société, etc., etc. Et donc, du coup, c'est une invitation, une introspection à travailler sur soi. Ça fait mal, ça prend du temps. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les mystères de Dieu et de l'univers. On n'a rien inventé, ça a 2500 ans. C'est la philosophie grecque de Delphes. Voilà. Quand vous dites c'est un travail de soi, c'est-à-dire au lieu de chercher la faute des autres, plutôt chercher à nous comment on peut faire mieux? Ah bah clairement, dans l'absolu, alors ça c'est une citation que j'aime beaucoup de Rumi, le grand soufi, qui disait quand j'étais jeune, je m'estimais intelligent, je voulais changer le monde, maintenant je suis sage et je me change moi-même. En gros,
Pourquoi? Alors, ce sera un peu plus compliqué. Il explique ensuite, il y a une notion de fractal holographique, de résonance, c'est-à-dire on contient l'univers. Alors, je sais que ça va en choquer plus d'un. Il disait, tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est d'ailleurs toute l'origine du mot galvaudé totalement de djihad. Djihad signifie la lutte. La lutte n'est qu'intérieure. Elle ne peut pas être extérieure. Par définition dogmatique, en islam, on ne peut pas juger les autres. Donc, en fait, c'est cette idée où la question, c'est quoi la paix? Être en paix. Ça veut dire en fait être apaisé, ça veut dire en fait décharger, d'énerver, en fait, l'interaction avec le monde, nos proches, la télé, etc., etc. Ça ne veut pas dire que vous êtes indifférent, vous n'avez rien à foutre de ce qui se passe, les guerres, etc. C'est pas ça. C'est que vous êtes en paix, c'est-à-dire que vous savez que tout le monde n'est pas au même niveau d'évolution et de conscience, etc. Mais il faut respecter ça. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai commencé à étudier différentes religions, le spectre des ésotérismes, des spiritualités primitives et autres, en allant sur place notamment. Et en fait, alors toutes convergent vraiment. Je suis en train d'établir un livre qui s'appelle justement Tous les chemins mènent à la source, tous les courants mènent à la source, qui explique la bibliothèque de Babylone et autres. Et en gros, toutes sont empreintes. Il y a deux règles absolues. C'est la règle d'or qui dit ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on fasse. Ça, vous le retrouvez dans tout confucianisme, zoroastrisme, dans toutes les spiritualités. Et surtout, la deuxième, qui est cette notion de travailler sa pierre philosophale, sa pierre angulaire. C'est le principe alchimique du vitriol. C'est nettoie en toi toutes tes scories, toutes tes choses qui sont qui te plombent en fait, qui sont négatives, donc qui sont une forme disharmonieuse de toi-même. Et de là, en fait, tu vas t'ouvrir une autre vision, perception, etc. Un truc très simple, je veux dire, un problème. Le problème, il reste le problème. Si jamais je suis énervé, etc., je ne sais pas, j'ai eu un problème, je me suis fait arnaquer sur ma société, etc., etc. Et je suis vraiment pas content, etc. Puis je vais courir, je fais un peu de méditation, et puis le problème, il reste le même. Sauf que ma perception, elle diffère. Je prends plus de largesse, etc., etc. Alors, je vais peut-être aussi plus facilement trouver des solutions. C'est ça, la quête essentielle. C'est l'introspection, et c'est le fait d'être en paix avec soi-même sans nécessairement appliquer un prosélytisme. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour d'autres, et ça, il faut le respecter. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, alors c'est un peu métaphorique, hein, et surtout métaphysique, c'est que, ça, si vous lisez l'ouvrage La prophétie des Andes, entre autres, vous avez cette notion en fait de vase communicant. La vie est un kaléidoscope géant pour lequel, en fait, toutes les interactions que nous avons avec le monde nous renvoient à notre considération première. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait vibrer? Pourquoi je suis aussi en colère contre ce phénomène, cette personne, etc., etc. Qu'est-ce qui n'a pas été réglé en moi? Je ne suis pas en train de dire à l'extrême accepter l'inacceptable, les meurtriers, les violeurs, c'est pas ça non plus. Remettons dans un contexte. Mais c'est l'introspection. Je me répète, c'est l'un des mots les plus importants et ça fait mal, hein, c'est le nettoyage, ça fait vraiment mal parce qu'en général, quand vous allez creuser à l'intérieur, on se rend compte qu'il y a des côtés lumineux et puis il y a aussi des parts de nous qui sont des parts d'obscurité, des parts d'ombre. On se dit, c'est pas très beau à voir. Eh bien, c'est pas l'idée de lutter, pas dire non plus je suis un gros connard avec tout le monde, c'est pas ça. Mais dès lors que vous acceptez le fait que personne n'est la perfection, dès lors qu'on accepte ça, eh bien on donne moins de poids. Du même ordre que quand la pleine conscience, toutes ces choses-là, le fait de s'observer, réagir, donne moins de poids à l'ego, eh bien vous lui donnez moins de poids et donc du coup, vous en détachez progressivement du même ordre que le stress. Quand vous apprenez à vous observer de l'extérieur, sans faire de la schizophrénie bien entendu, eh bien vous êtes beaucoup plus en paix par rapport à tout ça. Et donc, du coup, vous envoyez à l'univers aussi des courants beaucoup plus positifs, de réalisation, et un truc très simple. Vous savez, ça c'est pareil, c'est assez controversé, mais c'est l'expérience de Masaru Emoto. C'est un scientifique japonais qui avait fait justement une expérience de cristalliser l'eau, et puis, en fait, de faire une expérience avec une intention négative, genre je te déteste, etc., des mots d'oiseau, et puis de l'autre côté, donc sur de l'eau et ou du riz mouillé. Je l'ai fait plusieurs fois cette expérience, vous trouvez sur Internet, mais faites-le, c'est ça. Et dans un second temps, je t'aime, voilà, des choses harmonieuses. Eh bien, on voyait au microscope, en cristallisant cette eau,
que d'une part, on avait des espèces de patterns, de schémas extrêmement harmonieux, un peu comme des flacons de neige, hyper beaux. Et de l'autre côté, c'était disharmonieux, c'était comme englué en quelque sorte. Eh bien, quand on se rappelle simplement que nous sommes faits à base de plus de 70% d'eau, eh bien, à chaque fois que vous vous regardez dans le miroir et que vous dites « je suis moche, ça fait chier, etc., vous vibrez ça. Et donc, du coup, quand vous rencontrez quelqu'un et que, je sais pas, j'aime pas ces vibrations, je sais pas, il y a un truc qui me gêne avec cette personne, j'ai pas, évidemment, ça peut être des centres d'intérêt, etc., etc. Mais c'est ça qui fait qu'une personne est lumineuse. C'est ça qu'une personne est, on va dire, on est bien, c'est la compagnie, et qu'il n'y a pas forcément les critères de beauté, etc., où normalement, physiquement, elle ne nous attire pas nécessairement, et puis c'est pas que ça, ça peut être aussi l'amitié ou autre, eh bien, tout ça, c'est lié à ça, à cette énergie. Et ça, c'est important, en fait. D'où un truc essentiel, une fois que le travail a été fait de nettoyage au quotidien, d'introspection, aussi l'hygiène de vie cérébrale, d'apprendre à se réformer, même des petits challenges, genre bon, aujourd'hui j'ai le droit à tester 5 fois, ou 10 fois, j'en sais rien. Et puis vous réduisez comme ça. Vous allez voir, honnêtement, eh bien, en fait, la vie va commencer à changer au quotidien. Donc on peut dire la clé pour créer cette vibrance haute et lumineuse, c'est de travailler sur soi-même, chercher à l'intérieur et aussi retrouver la bienveillance. Oui, et qui se résumerait en fait à l'unité et l'amour, en fait. C'est ça la paix, en fait. Qu'est-ce qu'on souhaite de manière très dogmatique? Salut! Quand on dit salut à quelqu'un, shalom, salam, salamat en indonésien, en hébreu, salim en turc, c'est la même chose. On souhaite à ce que la personne soit en paix. Ça veut dire qu'elle est tranquille, elle est bien. Comme quand vous êtes en vacances. Oh, je suis bien, je fais rien, mais je suis bien, oh, je suis apaisé, je suis dans la complétude. Eh bien oui, c'est ça. C'est de recouvrer en fait cette unité. Cette unité, et de là, c'est de l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes bien dans vos pompes, donc en fait, vous avez envie de le partager normalement. Alors, si on est vraiment super égoïste, mais vous savez, même, je dis souvent, rien que l'altruisme permet de sécréter l'un des 4 hormones du bonheur, qui est l'oxytocine. L'oxytocine, pour la faire assez simple, c'est l'hormone sexuelle. C'est un sacré flash. Hein. Donc, c'est un shoot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous aidez, je sais pas, une personne, je sais pas, sur le bord de la route, qui est en panne, ou aider une grand-mère, etc., eh bien, rentrer le soir, vous vous sentez bien. Eh bien, vous êtes accompli. Eh bien, c'est ça, en fait, la solidarité. C'est simple. Hein. Faut pas nécessairement, comme je dis, devenir humanitaire et donner toute sa vie, plaquer toute sa vie. Non, c'est juste au quotidien, faire un sourire, tendre une main. Et je vous jure que déjà, la vie sera plus douce pour nous, individuellement et collectivement, à créer des vagues. Et voilà, je pense que, encore une fois, l'un des gros biais aussi à l'évolution humaine, c'est d'attendre. C'est d'attendre, c'est la déresponsabilisation. C'est-à-dire de penser que, j'en sais rien, les prophètes vont redescendre, les extraterrestres vont venir, excusez-moi, nous nettoyer les fesses. Je dis souvent, regardez, si vous avez une hygiène déplorable, vous êtes un jeune étudiant chez vous, dans votre appartement, et puis ils se cotisent vos copains parce qu'ils en ont marre, ils savent que vous êtes sûr de ne pas rencontrer quelqu'un. Alors, tout est nettoyé, tout est nickel, super. Sauf que, un mois plus tard, si vous n'avez pas changé votre hygiène de vie, bien, rebelote, il se repassera inlassablement le même scénario. Donc, pourquoi attendre qu'on vienne nous redire les mêmes messages des extraterrestres qui viendraient faire le boulot à notre place? C'est de la déresponsabilité. Ça, c'est une vision très infantilisée et infantilisante, à mon sens, c'est un jugement encore une fois, de la spiritualité. Je pense que le travail s'opère, comme on l'a dit, à différents égards, individuellement, et de là avec des conséquences collectives, je dis de petite envergure, d'associations locales, etc., etc. Et dès lors qu'on est déjà embarqué dans cette aventure, eh bien, le monde commence alors c'est pas Walt Disney non plus, mais le monde commence à s'ouvrir, à nous sourire, etc., et nous le rend bien, en fait. Et dans l'autre sens, ça marche aussi très bien, malheureusement. C'est-à-dire que quand on commence à conspirer contre le monde, eh bien, le monde conspire vers nous, et nous le rend bien aussi. Ok, merci beaucoup Aurélien. Écoutez, je vous en prie, et merci de m'avoir reçu, et puis je vous souhaite une très belle continuation, en tout cas, plein de belles choses.